Salut les gars, salut tout le monde. Comment vous allez en ce beau lundi de rentrée? Salut Franck, salut Goodcar, salut Ricky, salut Bertrand. Oui, Bertrand, je sais pas pourquoi j'ai. Versev, merci pour ton prime. Merci, bonjour Mother, comment ça va? Le télétravail toujours? Salut numéro 9 FootOM, salut à tous, j'espère que vous allez très bien parce qu'on va bien s'amuser. Et on va même peut-être, vous allez même peut-être être sur YouTube, les amis, puisque l'idée un petit peu, je me suis dit que qu'on allait faire cette tier list. Ça fait un moment que j'avais envie de faire ça. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ce truc-là. Et je me dis que pour ma vidéo de cette semaine sur YouTube, ça pourrait être bien de se servir de ça pour justement avoir quelque chose d'un peu mercato et d'un peu simple aussi parce qu'il faut que je travaille pour d'autres choses et ça peut être une manière assez simple pour moi d'arriver à faire un truc plutôt cool, je pense, puisque donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons juger du travail de Pablo Longoria. On va donc ranger par ordre de réussite les recrues de Pablo Longoria. Alors, je vais vous donner deux, trois règles pour ce petit live. En sachant que donc on va ranger 28 joueurs arrivés depuis que Pablo Longoria est arrivé au club et on va pas se prononcer sur ceux arrivés cet été. Donc pour le moment, j'ai comptabilisé 28 joueurs
en prenant en compte Luis Enrique, qui arrive en fin de mercato 2020 comme la première recrue estampillée Longoria, parce que les cuisances Nagatomo, etc., il me semble que ça avait été enclenché avant qu'il arrive. Donc on part sur Luis Enrique, première recrue de l'ère Longoria, et on commence par là. Sachant que la première année, c'est limite l'échauffement, hein, l'année Villas-Boas, et qu'à partir de la saison 2021-2022, on commence à avoir un bordel, on commence à avoir plein d'arrivées. Il y a plein d'arrivées d'un seul coup. Il y a 24 arrivées sur les saisons 2021-2022, 2022-2023. Et encore une fois, je vous dis, je n'ai pris en compte que les grosses arrivées, les vraies grosses arrivées. C'est-à-dire que j'ai pas pris, par exemple, les jeunes arrivés en post-formation comme Niakosi ou Ghebreyesus, qui nous ont coûté de l'argent aussi, mais il y a tellement de mouvements. Je me suis dit, on va se concentrer sur ceux qui ont joué avec les A, avec l'équipe A. Et donc pas de Pedro Ruiz non plus, le roi de la mala médicale, comme l'avait dit notre ami Azir sur Twitter. Donc 24 en 2 saisons, c'est énorme. 28 si on prend les 4 recrues de la première saison. Et en sachant qu'il y a encore eu 8 nouvelles arrivées cet été, qu'on ne va pas classer parce qu'on n'a pas assez de recul, on ne sait pas si ça va être des réussites ou des échecs. Mais ça fait déjà beaucoup. Voilà. Donc, comme dit Jake Roberts, ça commence vraiment l'hiver 2021, non? Je pense, après, je me suis dit que j'avais envie de commencer avec Luis Enrique parce que c'est vraiment là où Pablo Longoria il commence à avoir une patte. On se souvient que c'est lui qui pousse dans ce côté pour l'arrivée de Luis Enrique. Mais c'est vrai que ça commence vraiment surtout à l'hiver 2021. Euh, Bon, Ricky qui dit, bon déjà c'est un cas particulier, Luis Enrique, est-ce qu'on parle du neuf ou de l'ailier? Eh ben, en fait, on va parler de sa réussite. Voilà, c'est ça, la manière dont on va juger ces joueurs. Donc, moi, je pense que le plus important, c'est comment, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Olympique de Marseille sur le terrain, sportivement. Donc, par exemple, pour le cas de Luis Enrique, pas grand-chose. Puis ensuite, une fois qu'on a vu ça, on pondère ça avec le coût financier, c'est-à-dire le coût financier, ce qui coûte à l'achat, et puis peut-être aussi la manière dont on peut les rentabiliser à la vente ou au moins minimiser la perte. Donc, pour Luis Enrique, par exemple, sportivement, ça n'a rien apporté. Ce serait en catégorie gros flop, mais il y a encore un espoir parce qu'il est en train de se révéler, mais justement, on va en parler. Donc, c'est un cas assez particulier. Je vous donne les catégories. Alors, on va faire ça en 5 catégories. Alors, je vais fermer certaines choses et on va mettre, voilà, ceci, voilà. Alors, les catégories. 5 catégories qui seront top recrue. Donc là, on est sur du joueur vraiment qui a beaucoup apporté financièrement et qui en plus, bah, si en plus de ça, il n'a pas coûté très cher. Bonne recrue, donc un joueur pour lequel on peut se dire, bon, bah, lui, c'est une réussite. Moyen. Donc voilà, on se dit, bon, c'est pas un flop total, mais c'est pas non plus la panacée. Flop et gros flop, un flop qui donc a coûté de l'argent, n'a servi à rien et vraiment quelque chose que l'on traîne comme un boulet. Donc 5 catégories, top recrue, bonne recrue, moyen, flop, gros flop, et on juge par rapport à ce qu'ils ont apporté sportivement. Est-ce que ça a été une bonne recrue parce que sportivement sur le terrain, il a fait du bien? Et ensuite, on pondère avec l'aspect financier. Est-ce qu'il a coûté cher en transfert? Est-ce qu'on a réussi à le rentabiliser à la revente ou quelque chose comme ça? Donc, ce sont les règles, mesdames et messieurs. Et comme on a beaucoup de joueurs à classer, je vous propose d'y aller tout de suite. Et voilà, je vous lirai au fur et à mesure. Alors, on va fonctionner de cette manière-là, parce que j'avais aussi ouvert l'équipe B, on s'en fout. On va commencer donc à l'été 2020. André Villas-Boas est encore le coach de l'Olympique de Marseille, un jeune directeur sportif
qui doit faire dans l'achat-revente arrive à l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Pablo Longoria. Et en fin de mercato, il y a tout ce débat sur faut-il acheter un nouvel attaquant. Et donc, il y a un certain Luis Enrique qui arrive pour un montant selon Transfermarkt de 8 millions d'euros. On pense que c'est un avant-centre, mais c'est plutôt un ailier. Villas-Boas le qualifie de pépite. Il dit, comme vous les journalistes, vous aimez bien dire, c'est plutôt une pépite. Et il me semble que c'est Pablo Longoria qui dit en conférence de presse, c'est le genre de joueur, si on ne le prend pas maintenant, il coûte 50 millions ou 30 millions dans 6 mois, quelque chose comme ça. Donc Luis Enrique, moi je partirais sur la catégorie flop. Vous me dites si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, parce que ça a coûté un peu d'argent, mais il est jeune, il a des circonstances atténuantes parce que voilà, jeune joueur qui débarque du Brésil, etc. Et il est en train de se relancer, donc moi je pars voilà sur. Il y a Jake Roberts qui dit flop sous réserve. C'est un petit peu ça. Didi, lui, il est toujours hardcore. Gros flop, Enrique. Moser qui est catégorie mais. La catégorie c'est un peu la catégorie moyen. Ouais, c'est quand même pas mal divisé. Goodcar, je le vois comme un flop, clairement pas au niveau, mais achat pas trop cher, jeune venant du Brésil, et possibilité de le vendre à un bon prix. Mais il a quasi rien fait, dit Didi. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'on se dit, c'est un gros flop sur le terrain, mais peut-être que tout n'est pas encore perdu. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Je me demande, est-ce que je peux lancer des petits messages, comment je fais là pour faire, ce serait cool de faire des sondages. Ouf, waouh. Attendez, je vais vous enlever ça parce qu'en même temps je vois le live et je vois qu'il y avait un espèce de truc Twin Peaks là sur le live. Paramètres du chat, comment je peux faire l'affichage modérateur, affichage de bouclier, paramètres du chat, est-ce que je peux pas lancer un sondage, comment je lance un sondage sur Twitch? Bon, je sais pas le faire, donc je vais pas le faire parce que on a beaucoup de travail sur la planche et ça va nous fatiguer. Bon, est-ce que si on part sur flop, c'est, ça va à tout le monde en sachant en sachant qu'on se dit qu'il y a des réserves. Il y a des réserves, voilà, et que sur le terrain, c'est plutôt gros flop, mais on se dit, il y a peut-être encore un peu d'espoir pour le relancer, donc on part sur flop. Allez, si Didi ça va, voilà, moyen flop, la catégorie main, on est sur un flop. Allez, le bon petit Louis, on le met là-dedans. Donc ensuite arrive le mercato hivernal 2021 et là ça commence à être chaud. Là on commence à recruter du joueur de football. On commence à recruter notre ami. Alors Olivier Ncham, on va y arriver après, mais on va parler d'abord de Paul Lirola. Paul Lirola, c'est compliqué quand même. Si très bon mois, quand les boîtes étaient fermées, certains diront parce qu'il y avait le Covid, et ensuite un désastre total. On l'a tout d'abord en prêt, puis on va finir par le recruter pour, il me semble, 14 millions à l'été suivant. Donc, et Paul Lirola va devenir un très mauvais joueur de football, alors qu'il est 13 millions selon Transfermarkt. Il avait été très bon en 2021, donc lorsqu'il arrive en prêt pour 6 mois, et ensuite lorsqu'on le recrute pour 6 millions, ça devient un désastre. Donc Paul Lirola, entre ses 6 bons mois et son désastre, moi franchement,
je penche pour gros flop parce que il nous a coûté 13 millions d'euros, parce que au niveau salarial c'est pas trop mal et parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune chance de revente et que le gars n'est pas super décidé à se relancer. L'an dernier il fait un prêt mais désastreux chez l'un des derniers de Liga, il ne joue pratiquement pas. Donc moi j'ai vraiment, malgré ces quelques bons mois lorsqu'il arrive, c'est comme dit Didi, gros flop qu'on traîne un boulet maintenant. Voilà, moi il y a le côté boulet qui fait que en plus de sa saison désastreuse sous Sampaoli, en plus du prix du transfert, il y a le côté boulet. Donc pour moi, c'est gros flop. Voilà, Ricky qui rajoute même une petite mention qu'on ne mentionnera pas ici parce que sinon on va se faire ban. Et Moser qui le connaît depuis un moment, puisqu'il le regardait chez les jeunes en Italie, qui dit Irola Flop, pas assez de caractère pour progresser par lui-même, même souci à la Juve chez les jeunes. Ouais, il a été. Ouais, moi je pense qu'on peut partir sur gros flop. Tout le monde est plutôt. Tout le monde est plutôt très négatif et a raison sur notre ami Paul Lirola. Donc Paul Lirola qui inaugure la section gros flop. Donc pour l'instant, c'est pas génial. On va pas se mentir, c'est pas génial. Mais justement, puisque l'on parle de génial, à l'hiver 2021, il y a Arkadiusz Milik qui arrive du Napoli. Et Milik, à l'époque, c'est le très gros coup. Et il fait une première partie de saison comme Lirola, qui est plutôt très bonne. Il met une dizaine de buts, il me semble, quelque chose comme ça, avant de devenir ce joueur qui fait débat. Tout le monde veut le voir jouer la saison suivante, à notre ami Arkadiusz Milik, qui n'est pas ici dans les transferts définitifs. Enfin bref, il est transféré dans tous les cas. Il arrive chez nous à l'hiver 2021. Il marque quand même. Il marque quand même pas mal de buts avec nous, notre ami polonais, mais il n'a jamais vraiment rempli les promesses, les fameuses promesses du grand attaquant. Donc Arkadiusz, vous le placez où? Parce qu'on voit quand même 55 matchs, 30 buts, 3 passes décisives, donc c'est pas trop mal, mais aussi des matchs où on attend beaucoup de lui, où il est un peu invisible, et surtout, et puis aussi, ouais, il y a un côté un peu déception, quoi. On attendait plus. Donc voilà, comme dit Ricky, il marque des buts inutiles et uniquement contre les petites équipes. Il y avait un petit peu de ça alors on attendait plus, notamment en Europe où il marque pas mal contre des petites équipes. Je me souviens qu'il marque à l'aller par exemple contre Karabakh. En poule, il marque aussi pas mal de matchs en poule d'Europa. Il marque pas mal de buts, mais on est éliminé finalement. Voilà, donc c'est un petit peu, vous me dites, donc Didi il dit flop, je m'attendais à tellement mieux mais pas gros flop. Jack Roberts qui dit bonne recrue, il n'a pas été mis dans de bonnes dispositions selon moi. Franck Antoine moyen. Euh, moyen, on a Camfis qui nous dit moyen, il a une moyenne de 1 but tous les deux matchs, nous dit j'ai un, bon je vais pas pouvoir prononcer ton pseudo, moyen, le vrai problème c'est qu'il n'a jamais été là dans les grands rendez-vous, nous dit Versev, et qui n'est pas un bon joueur, et qui n'est pas, quand il n'est pas dans un bon jour, il a grandement ralenti le jeu de Sampaoli. Catégorie blessure, dit qui. Ouais, Milik, j'hésite entre mai et top. On le signe pour pas trop cher. Bon, en fait, il y en a certains qui disent c'est flop en vue de son statut. Moser qui dit bonne recrue avec le bon système, ça passait crème. Mais finalement, bah, c'est pas passé. Et je pense que le consensus, c'est un petit peu moyen en fait finalement. Si vous êtes d'accord, on part sur moyen. Un joueur qui n'a pas été un flop total, mais voilà, on peut pas dire bonne recrue comme le dit Didi parce que on en attendait plus et au final il part. Et puis moyen aussi parce qu'au final on récupère quelques millions aussi sur sa vente, donc c'est pas une opération complètement négative au niveau financier pour l'Olympique de Marseille. Donc allez. Arkadiusz il part dans les moyens. Maintenant, on va partir sur l'un des joueurs préférés de André Villas-Boas. Je veux bien sûr parler
d'Olivier Ncham, le pauvre Olivier Ncham. Moi, j'ai limite un petit peu de peine pour lui parce qu'il arrive là-dedans sans trop le vouloir, qui évolue maintenant à Samsunspor en Turquie et qui est prêté donc en fin de mercato hivernal 2021 et qui va causer le départ d'André Villas-Boas qui va très peu jouer à l'Olympique de Marseille. Donc on se demande pourquoi il est arrivé. Voilà, 6 matchs et je pense que c'est des bouts de match en plus de ça. Il doit même pas voilà, 27, 45, 45, une minute. 45. Donc voilà, il joue des mi-temps au mieux. Donc Encham, c'est quand même, on peut le dire, même si ça ne coûte pas cher, c'est gros flop. C'est gros flop parce qu'il a un impact sur le club qui est très négatif. Ça coûte pas très cher, mais il a un impact sur le club qui est quand même très négatif. Voilà, il provoque une grosse crise. C'est et puis ça sert à rien quoi en fait. Il sert à rien malgré lui. Et je suis pas certain que c'était un mauvais mec, mais je pense qu'il a été embarqué dans un truc qu'il ne gérait pas. Et donc Olivier Ncham, sans trop de discussion, c'est gros flop. Donc voilà. Donc nous arrivons à l'été. Donc c'est 2021. À l'été 2021, on voit que pour l'instant, c'est pas génial au niveau du mercato, en sachant que à l'été 2021, Arkadiusz Milik, on le met dans top recrue et Paul Lirola dans bonne recrue. Mais la suite va s'avérer plus difficile pour ces deux mecs-là. Et l'été 2021, c'est le moment où Pablo Longoria prend vraiment le pouvoir sur le club. Il est devenu président quelques mois avant, suite au départ de Jacques-Henri Hérault. Mais là, il devient véritablement le président de l'Olympique de Marseille et il va nous faire un mercato où je pense que, alors j'ai dit 24 recrues et je pense qu'il y en a, il y en a une dizaine qui arrivent cette intersaison-là. On a du Gerson, Juan Pérez, Conrad de la Fuente, Paulo Lopez, Cengiz Under, Samuel Gigos arrive après, comme beaucoup l'a dit notre après, Gendouzi, Saliba, Harit. Donc ça nous fait beaucoup de recrues et il va encore y en avoir au mercato hivernal. Donc on a beaucoup de travail. Là on arrive sur vraiment le côté Pablo Longoria et on va commencer par le joueur qui va être très important, très important sur pas mal de choses. C'est Gerson, un joueur qui est réclamé par Sampaoli qui arrive pour une grosse indemnité de transfert. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc on va repartir sur la bonne page. On nous annonce 20,50 millions d'euros. Grosse indemnité de transfert, Gerson. Donc, un joueur qui va faire beaucoup débat parce que c'est le joueur dont on attend monts et merveilles. Il ne brille pas tout de suite. Mais en seconde partie de saison, il finit par s'imposer et devenir un pion essentiel de l'équipe qui va finir seconde de Ligue 1 et qui va aller en demi-finale de Conference League. Et il va être très bon. Donc 61 matchs, 13 buts, 10 passes décisives. Un joueur dont on va beaucoup débattre sur le poste. Est-ce que c'est le bon poste, pas le bon poste. Et qu'on va finir par revendre après une petite embrouille avec Igor Tudor parce qu'il a joué au Diva et que c'était quand même une sacrée Diva. On n'oubliera pas son match désastreux contre Francfort. On perd au Vélodrome pour le retour en Ligue des Champions et il sort en faisant la gueule et tout. Bon bref, c'est Gerson, un joueur talentueux mais insupportable. Donc Gerson, moi je partirais pour moyen. Je vais vous lire maintenant pour voir un petit peu ce que vous dites. Bon appétit, Moser. Bon appétit. Donc, alors, il y a du moyen. Fabulous Fab qui nous dit bonne recrue. Versev, très bonne recrue et flop à la fois. C'est vraiment le joueur de Sampaoli. Donc, si on part sur très bonne recrue et flop à la fois, moi, je ferai une moyenne, c'est moyen. Hein, voilà. Ricky qui dit Gerson, bonne recrue, 6 mois moyen, 6 mois exceptionnel, opération financière neutre, mention sale, tut aussi. Connard, on peut
peut le dire. Euh, Iki, moyen. Gerson, sa deuxième partie de saison, c'est le meilleur joueur de l'OM. Il est incroyable. Si quelqu'un dit flop, il est malhonnête. Ouais, c'est difficile de dire flop quand il a été très bon et qu'il finalement te permet de récupérer de l'argent, d'avoir une opération neutre. Il brille une moitié de saison, donc moyen, moyen, moyen. Je dirais moyen quand son mental lui a fait lâcher l'affaire quand Tudor arrive. Vraiment un sale type, moyen. Gerson, si très bon mois, Messi, premier mois. Bon, je pense qu'on est tous partis sur moyen. Je pense que moyen, ça nous va très bien. Moi, c'était sur quoi j'allais partir aussi. Vraiment, Gerson, bon, au final, ça restera quand même pour moi une déception parce que je pense que vraiment, il y avait moyen de faire tellement mieux. Putain, il a vraiment du talent et ce qu'il nous a montré, c'est très frustrant de se dire qu'à cause de son caractère de diva là, qui croit être la résurrection de Maradona et Pelé, il a flingué sa carrière européenne. Enfin bon, on passe à la suite. Luan Pérez. Ah, peut-être qu'on va enfin avoir notre première bonne recrue. Luan Pérez, joueur qui arrive de Santos pour 4,50 millions selon Transfermarkt, un joueur qui va être un titulaire indiscutable de Sampaoli. Ce qui est bien, c'est que Luan Pérez, il ne reste qu'un an. Donc comme il ne reste qu'un an, eh ben, on ne voit pas de déclin. On reste que sur la bonne saison Sampaoli. Donc bon joueur et qui va être revendu à peu près pour son prix d'achat, voire un petit peu plus. Donc en plus de ça, voilà, on a un montant de transfert annoncé par Transfermarkt de 5,23 millions. Donc c'est un joueur qui a donné satisfaction sur le terrain et qui a rapporté une petite value, je pense que Luan Pérez, on peut mettre excellent. Pourtant, je n'étais pas son plus grand fan. Hein. Ceux qui regardaient les émissions de Football Club de Marseille savaient que je le critiquais souvent. Mais je pense que ouais. Si vous êtes tous d'accord, bonne recrue, ça me paraît être honnête pour lui parce que même si j'avais des griefs sur certains trucs techniques avec Luan Pérez, au final, il a joué, il a été pro, il a rapporté de l'argent, il n'a pas coûté énormément. Donc voilà. Et comme le dit Ricky, je pense que ça synthétise un peu la vie de beaucoup de monde. Bonne recrue, Luan. Un peu déçu de son départ, mais bon, vu qu'ils sont tous bidons au bout de 6 mois, on peut pas trop se plaindre. Voilà, bon, ou comme le dit aussi G1 RLN, bref, G1, super joueur, pas cher, bon et professionnel, à l'instar de Gerson. Ouais, allez, c'est la première bonne recrue, donc où il est notre ami Luan Perez, Gerson et Klaus. Trop de joueurs, trop de joueurs. Attends, je l'ai pas dans. Ah, il est là. Voilà, Luan Pérez. Donc, la première bonne recrue vraiment satisfaisante. Et comme on est des salauds, eh ben on passe à Conrad tout de suite après. Donc Conrad, pour moi, c'est gros flop. Pourquoi? Parce qu'il y avait des attentes sur lui. Alors certes, il n'a pas coûté très cher, mais il y avait un montage financier avec le Barça, etc. Et il a aussi un petit peu ce côté. Donc il a été nul sur le terrain. Il n'a jamais rempli les attentes. Et en plus de ça, il a comme Lirola ce côté boulet où on se dit ben on va le traîner jusqu'à la fin des temps. Donc pour moi, Conrad, à cause de mauvaises performances sur le terrain, à cause d'un joueur dont on ne peut pas se débarrasser et qu'on va payer jusqu'à la fin de son contrat, ça coûte moins cher que Paul Lirola, mais pour moi c'est gros flop. C'est comme vous le sentez, voilà, Didi qui dit gros flop, lui aussi pas professionnel. Flop, voilà, son salaire est moindre que Lirola, mais il y a aussi un côté où ouais, tu le traînes et puis au niveau mental, le gars n'a pas l'air d'être pro du tout. Et moi, ouais, je parle, je passe une gueule in what le pseudo nous dit. Ouais. Bon, si vous êtes d'accord, moi je le mets en gros flop parce que pour moi, Conrad de la Fuente, c'est une grosse déception aussi parce que j'avais des espoirs sur lui et c'est un joueur qui représente aussi l'impossibilité à l'Olympique de Marseille de faire grandir des joueurs. Donc, allez, Conrad, on est d'accord, il n'y a pas de grosses objections. Fabulous Fab qui dit pas d'hésitation, ça devait être un joueur frisson.
par les boîtes de nuit marseillaises. Il n'a rien fait vibrer du tout. C'est vraiment dommage. Conrad, grosse déception. Donc, gros flop. Bon, pour l'instant, ça... elle a une sale gueule cette tier list. Je veux pas dire, mais il y a quand même beaucoup plus. Ça tend beaucoup plus vers le rouge. Mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux avec Pau Lopez. Bon, ça va aller un tout petit peu mieux. Pau Lopez, donc joueur qui est tout d'abord prêté, qui va devenir le gardien titulaire de l'Olympique de Marseille avec une certaine utilité sous Sampaoli puisqu'il joue loin de ses cages et qu'il n'a pas peur de jouer loin de ses cages, qu'il permet à Sampaoli de mettre en place son jeu comme il l'entend, donc c'est plutôt intéressant. La seconde saison sous Tudor, il fait des bons matchs mais des mauvais matchs, tout comme la saison Sampaoli où il termine mal et où Mandanda reprend sa place, mais ça reste un joueur qui est arrivé en tant que titulaire, mais qui n'a jamais... enfin, il a convaincu par instant et il a aussi pas mal déçu. Donc Pau Lopez, pour moi, c'est moyen. C'est moyen, voilà, en sachant qu'on l'a quand même payé 12 millions d'euros. C'est un gardien qui est moyen. Il a des bonnes périodes. Par moments, il te fait gagner des points. Il ne faut pas mentir. Mais il y a des moments, il est pas génial. Alors, attends, parce que je vois que ça fait débat. Moi, c'était mon avis, mais je vais vous lire un petit peu parce qu'on est là aussi pour échanger. Voilà, donc Lopez moyen nous dit Didi. Goodcar qui nous dit top recrue, correct. On peut dire Fabulous Fab qui dit on peut dire bonne recrue vu le contexte. Moyen, on peut pas plus résumer Lopez. Moi, c'est ce que je pense, nous dit Didi. Voilà. Girl in What, donc bonne recrue, je pense, c'est pas le meilleur, mais ça va. Ricky Lopez, bonne recrue, dommage qu'il ait coûté si cher. Il me semble que Transfermarkt annonce 12 millions d'euros, donc peut-être pas 20 millions, mais non, jamais bonne recrue, il te fait rarement gagner des matchs. C'est entre bonne recrue et moyen, c'est moyen plus quoi en fait. Versev, moyen pour moi, il a su faire la transition avec Mandanda, ce que je craignais beaucoup. Je n'ai pas de souvenir de match frisson comme j'ai pu avoir avec Steve. Moi, je mettrais bonne recrue. On est souvent d'accord, dit c'est vrai. Pas d'accord, nous dit King Francescoli. Bonne recrue, parfois fébrile. Écoutez, en fait, je vois qu'il y en a beaucoup plus qui sont dans bonne recrue. Donc, si ça vous va, moi, je mettrais moyen. En vrai, je mettrais moyen plus. Mais si vous sentez plus bonne recrue, écoutez, on peut mettre bonne recrue, pourquoi pas. Moi, je suis pas parce que en plus, il a un contexte difficile quand même, Pau Lopez. Hein. Pau Lopez, il y a tout ce côté, il prend la place de Mandanda et tout. Il est très important quand même la saison Sampaoli. Allez, on va mettre bonne recrue parce qu'il y en a pas mal qui ont mis bonne recrue, qui disaient bonne recrue, et puis il faut pas être négatif pour être négatif. Donc, allez, on part sur bonne recrue et à la fin on arbitrera. Eh ouais, Didi, je voulais faire un sondage, mais je sais pas comment faire. Sans Ryan, je suis perdu moi. C'est Ryan qui comprend comment ça fonctionne, Twitch et tout là, les trucs de jeunes là. Moi, je comprends pas. Bon, on passe à la suite, on va se dire... Moi j'aurais mis moyen. Honnêtement, Pau Lopez, en fait, pour moi, c'est moyen, parce que c'est quand même un joueur qui te fait... Qui te fait 3 bons mois dans la saison, 3 mois moyens et 2 mauvais mois, un truc comme ça, grosso modo. Donc pour moi, ça reste moyen, mais allez, on part là-dessus. Cengiz Under, par contre, moi je mets bonne recrue parce que vous savez, moi je l'aime beaucoup, Cengiz. Alors, joueur avec des limites évidentes, c'est clair et net, il fait toujours la même chose, il a certains trucs où ça peut être frustrant, mais c'est un joueur en fait c'était une valeur sûre pour moi dans le sens où on savait ce qu'il allait faire, on savait ce qu'il ne savait pas faire, et il le faisait. Il a marqué des buts importants à l'Olympique de Marseille, 93 matchs, 18 buts, 12 passes décisives, le but à Bordeaux, le but à Lyon. C'était un joueur sur lequel tu pouvais compter, important sous Sampaoli. Il arrive avec un nouveau coach dans le Tudor qui n'a pas vraiment son poste. À la limite, il aurait pu le mettre piston. Il l'a un peu mis parce qu'à un moment, en fait, Cengiz, il a vraiment bossé, il a vraiment travaillé. Il y avait les appels, il y avait sa qualité d'appel. En fait, il a tellement bossé
qu'il est devenu indispensable sous Tudor alors que son poste d'ailier il n'existait pas. Donc pour moi Cengiz Under c'est franchement c'est entre bonne recrue et top recrue. Top recrue pour moi c'est vraiment la qualité au-dessus, on va y venir, mais bonne recrue sans trop de problèmes. Moi je pense on est d'accord. Voilà, maintenant que je vous ai donné mon avis, je regarde un petit peu. Euh, alors, Tixo, voilà, on a du bonne recrue. Il nous a remporté des matchs, mais ouais. Ah non, c'était ok. Donc, on a bon, plutôt bonne recrue. Il peut rendre fou dans les deux sens. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue autant avec son passif de blessure avant de venir au club. On est d'accord, Under, bonne recrue. En plus, il est attachant, nous dit Didi, c'est exactement ça. Under, bonne recrue, il aurait été excellent si Tudor avait les ailiers qui mangeaient la ligne comme Sampaoli. C'est pas un mec d'Axe ou de Allspace, mais ce que je disais moi, je trouve qu'en plus de ça, il a réussi à s'adapter sous Tudor. Donc il a apporté un truc, il a réussi à se trouver une place sous Tudor. Il y a des mecs, genre comme Gerson, il faut leur faire une place. Under, il arrive, il bosse, il se fait sa place. Au lieu de demander à ce qu'on lui fasse une place, c'est lui qui fait sa place. Moi, j'ai beaucoup aimé son passage et il repart pour un prix à peu près équivalent, sachant qu'il a été bon 2 saisons. Donc, on peut parler même de plus-value parce que les plus-values, ça fonctionne comme ça au niveau comptable. Donc franchement, pas loin du top. Voilà, on nous dit pas loin du top, mais bonne recrue. Allez, on passe, on dit bonne recrue. Bonne recrue, notre ami Cengiz. Franchement, c'est moi, il va me laisser un bon souvenir. Il part en bon terme de l'Olympique de Marseille. C'est un vrai bon pro, un vrai bon pro, un vrai bon niveau. Alors, tu es où, Shengo? Voilà, il est là. Et franchement, quand je vois le rang des bonnes recrues pour l'instant, pour moi, Cengiz, il est largement au-dessus des deux autres. Mais je ne suis pas le plus grand fan de Luan Pérez. On passe à la suite. Samuel Gigon, on va venir après. Donc toujours lors de cet été 2021, il y a Matteo Guendouzi qui arrive aussi. Matteo Guendouzi, là aussi, je pense qu'on va aller dans bonne recrue. Joueur indispensable, taulier de Sampaoli. Vraiment, le joueur, on a l'impression que c'était son père spirituel, Sampaoli. Il retrouve l'équipe de France en venant à l'Olympique de Marseille. Il se fait adopter par le public parce qu'il a ce côté où il se bat beaucoup au niveau du pressing. Une bonne première partie de saison avec Tudor, hein, on va pas non plus l'oublier parce qu'on ne retient que la deuxième partie de saison qui est moins bonne, mais en première partie de saison, sa capacité à aller presser haut, elle sert beaucoup. Il marque des buts en Ligue des Champions, à Francfort, à Lisbonne. Vrai bon joueur qui baisse un petit peu après la Coupe du Monde, après un départ plus ou moins avorté et qui donc quitte l'Olympique de Marseille sur cette mauvaise note avec le Pana. Mais on n'est pas loin de la top recrue, mais je dirais bonne recrue pour Guendouzi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis? Voilà, Iki qui nous dit top recrue. Bonne recrue, Matteo bonne recrue, voilà, il laisse un souvenir à tout le monde, bonne recrue, j'hésite entre bonne et top recrue, il nous dit Goodcar, voilà, moi aussi, mais je pense qu'on est plutôt sur bonne recrue parce que sa fin est un peu moins bonne. Voilà, la deuxième partie de saison l'an dernier, c'est moins bon. Ouais, mais en effet, sa première partie de saison, Didi, elle est très bonne sous Tudor. Il est très utile. Sa Coupe du Monde le flingue mentalement. Bonne recrue. Fin trop amère pour top recrue. Ouais, il y a un petit peu de ça. Le pauvre, et là, franchement, il se plante contre le Paname et il a quand même le courage d'aller tirer ce penalty. Euh, ouais, bon, on va le mettre bonne recrue, voilà, comme dit Ricky, c'est haut du panier des bonnes recrues comme Cengiz. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il aurait pu être en top recrue, mais au final aussi, il part à la Lazio, parce que c'est vrai que j'ai dit que ça devait compter aussi. Euh, il part à la Lazio pour un montant qui va quand même au moins rentabiliser le coût de son transfert en sachant qu'il a été bon 2 saisons, donc que tu fais une plus-value parce que les coûts de transfert sont étalonnés, sont étagés sur le nombre d'années que tu as. Donc il a été bon 2 ans, donc on l'avait recruté 11 millions d'euros, donc on va le revendre quelques millions d'euros supplémentaires. Bon,
voilà, Guendouzi, on n'a rien perdu et on a gagné quelques bons souvenirs avec lui et quelques bons matchs. Donc c'est bonnes recrues, c'est avec Cengiz Ünder, c'est des bonnes recrues qui tapent pour rentrer au-dessus. Donc voilà, là ça commence. On voit que le moment où Pablo Longoria il commence à prendre le pouvoir sur le club, quand même au niveau des recrues, ça commence à aller un petit peu mieux. Mis à part Conrad et Paul Lirola, qui est une grosse erreur parce que c'est à ce mercato-là qu'on cherche absolument à aller le chercher, c'est pas mal. On parle là, pour moi, c'est la première top recrue, William Saliba. Donc William Saliba, pour moi, c'est un joueur. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas d'option d'achat, mais super défenseur qui a un niveau très élevé à l'Olympique de Marseille, qui retrouve l'équipe de France, qui n'a aucune blessure, il me semble, cette saison-là. Il est très bon. Il fait tout très bien et 52 matchs en une saison à l'Olympique de Marseille, c'est quand même pas rien. Moi, sincèrement, William Saliba, c'est un joueur d'un niveau qui, j'en ai pas vu énormément des joueurs de ce niveau-là. Moi, je pars sur top recrue. Et dites-moi si ce que vous en pensez, mais ouais, je vois que vous êtes plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Saliba, top recrue, j'aimais trop ce joueur. Didi, top, Fabulous Fab. Ricky, on compte les prêts. Ouais, on compte les prêts quand ça a été des vrais joueurs, quoi. Quand ça a été des joueurs qui ont fait une saison, quand ça a été des vrais joueurs qui ont participé à l'Olympique de Marseille. Top recrue sans réfléchir. Et puis d'aller le chercher, c'était une bonne idée. Voilà, je pense qu'il y a. C'est dommage que financièrement, il ne rapporte rien à l'Olympique de Marseille, mais sur le niveau, c'est très très fort. Voilà. Bah après, en fait, Ricky, tu dis si on compte les prêts, il faut évacuer l'aspect financier des transferts définitifs, sinon c'est injuste. Mais en fait, le truc, c'est que là, Saliba, c'est aussi une top recrue parce qu'il ne te coûte rien, il ne te coûte rien et il t'a rapporté une très bonne saison. Donc, en effet, il ne passe pas au niveau encore supérieur parce que s'il t'avait rapporté 50 millions de transferts ou 30 millions de transferts, là, ça aurait été vraiment super top recrue. Mais on peut quand même se dire que ça a été un super joueur qui ne t'a rien coûté au niveau indemnité de transfert et voilà, il y a quelques regrets, comme une autre top recrue à laquelle je pense, mais moi je suis quand même d'avis de le mettre dans top recrue parce que vraiment ça a été un vrai bon joueur pour l'Olympique de Marseille et je pense que c'est aussi plutôt l'avis du chat, donc on va partir dans top recrue pour notre ami Willou Saliba. Après je comprends tes objections. Et enfin, sur ce mercato estival, la dernière recrue qui arrive sur le gong dans les dernières minutes, il faut baisser son salaire, tout ça. Amin Harit, Amin Harit qui arrive en prêt de Schalke 04 qui était descendu en deuxième division. Amin Harit, un joueur spécial qui est très mauvais au départ avec Sampaoli. Sampaoli dit ah, je me suis peut-être planté un petit peu avec lui parce que dans la saison il va redevenir très bon. Bref, Amin Harit, un joueur spécial qui va très bien finir la saison avec l'Olympique de Marseille, qui va revenir la saison d'après encore une fois sur le gong dans les derniers instants du mercato. Il avait dit oui, j'avais d'autres offres, mais je voulais revenir qu'à l'Olympique de Marseille. Il fait une très bonne première partie de saison avec Igor Tudor avant de se blesser. Et maintenant, il a gagné un statut un peu spécial. Amin Harit, j'ai quand même aussi envie de le mettre en bonne recrue. Mais moi, je vous donne mon avis. Voilà, moyen plus, entre moyen plus et bonne recrue. Et je vais vous lire maintenant. Euh, voilà, alors, Tisco moyen. Fabulous Fab a mis une bonne recrue. Goodcar top recrue. Franck Antoine moyen. Harit. Ça me fait mal, mais Amin Harit moyen quand on compte ses blessures, période de creux. Ouais, c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte le truc général. Je pense que c'est un joueur qui peut être bonne recrue, mais c'est vrai qu'il a finalement, sur 2 saisons qu'il a faites à l'Olympique de Marseille, il y a 6 premiers mois où il est pas bon et il y a 6 mois où il est blessé. Donc ça fait un an bon, un an pas bon ou indisponible. Ouais, je pense que Ali Todorov qui dit j'hésite entre moyen et bon vu qu'il a des prestations en dents de scie. Entre moyen plus et bonne en manque trop de stats en fait, nous dit Didier.
Et Ricky, bonne recrue, et même si le flop, ce ne sera pas de sa faute malheureusement. Euh, Pourquoi tu ne fais pas une ligne recrue utile? Ça aurait été plus cohérent. C'est pas faux, c'est pas faux. J'ai voulu faire simple, ouais. Je pense que moyen, c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas mauvais joueur, mais c'est quand même utile et ça a quand même servi à quelque chose. Allez, on va mettre Amin Harit dans moyen, en sachant voilà, qu'il a une belle cote de popularité et qu'on est beaucoup à penser qu'il peut aller dans bonne recrue assez facilement. Donc on voit que quand même, notre ami Pablo, après son premier mercato où qu'il gère complètement avec un peu de moyens, les recrues qu'il amène en 2021, Luan Perez, Paolo Lopez, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, c'est bon. William Saliba, on a même dit que c'était très bon, même si il y a la limite de n'avoir eu qu'un prêt. Et Gerson et Amin Harit, c'est du moyen. Il y a finalement que le flop Conrad. Donc un premier mercato estival 2021 qui est plutôt très bon, je trouve. Je trouve que c'est plutôt très bon en sachant que tu as forcément des erreurs et que l'erreur que tu fais, hormis Conrad, c'est de forcer le retour de Paul Lirola que la FIO ne voulait pas revendre. Il aurait fallu le laisser là-bas. Allez, je vais un petit peu vite parce qu'il y a encore plein, plein, plein de joueurs. On passe au mercato hivernal avec l'arrivée de 3 joueurs, dont 2 qui vont avoir un impact immédiat. C'est Sead Kolasinac d'abord. Alors, Sead Kolasinac, joueur particulier. 6 premiers mois sous Sampaoli, je trouve inutile. Ça sert à rien. Je comprends pas pourquoi on le recrute, on lui donne ce salaire, machin. Et l'année sous Tudor, j'adorais ce joueur. C'était voilà un mec qui montrait l'exemple sur le terrain. Apparemment, il le montrait aussi à l'entraînement. Il pouvait jouer en défense centrale. Il a fait quelques piges, piston, même si c'était pas son poste. Mais il va nous laisser quand même des bons souvenirs. Il y a cette tête contre Tottenham qui va laisser un mauvais souvenir, mais pour le reste, c'est beaucoup de bons souvenirs. Bref, un joueur qui au final a écrit une histoire, je trouve, quand même sympathique à l'Olympique de Marseille, qui arrive en prêt, qui a cette image, voilà, comme dit Fabulous Fab, de soldat. Je mettrais bonne recrue, voilà, comme dit Ricky Groseille, bonne recrue mais pas plus. Ouais, je pense qu'il ne faut pas abuser non plus top recrue, ce serait trop, mais bonne recrue. Il y a celle contre Monaco aussi, Mourad me dit Versev, c'est vrai, la tête qu'il met contre Monaco qui nous offre la victoire dans les dernières minutes de jeu, c'est un super souvenir. Moi je trouve super recrue, mec sympa, un guerrier, nous dit Iki, ouais voilà. Bon, on passe à bonne recrue sans trop de. Il n'y a pas trop de débat sur notre ami Shead qui, moi, je pensais que c'était. Franchement, à la base, je pensais que c'était une mauvaise recrue, mais sa saison sous Tudor, il m'a conquis totalement. J'ai adoré Kolasinac. Donc, Kolasinac, bonne recrue. Ensuite, alors je vais boire un peu d'eau parce qu'à un moment, je parle beaucoup, mais quand même. Vous imaginez, on a à peine fait la moitié des joueurs, quoi. C'est quand même un bordel olympique de Marseille sous Sampaoli, sous Pablo. Bon, après, c'est un bordel. Bon, là, c'est plutôt un bordel positif, on voit. On passe à la suite. Donc, la suite, c'est Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, moi, j'ai envie de mettre flop, mais c'est pas de sa faute, pas complètement de la faute du joueur. Mais c'est un joueur à qui on donne un sacré salaire et qui est symptomatique en fait de la gestion longorienne, c'est-à-dire on fait venir, on fait partir, on fait venir partir n'importe comment, on lui rompt son contrat, il me semble qu'il part gratuitement à l'Olympiakos où il se relance, preuve que ce n'était pas un mauvais joueur, mais voilà, au final, il n'a pas rapporté grand-chose à l'Olympique de Marseille, il n'aura pas laissé beaucoup de bons souvenirs, même s'il y a ce but à lance et cette tête contre Nice. Donc au final, moi je le mettrais dans flop, mais un flop qu'il subit plus qu'il ne crée, Bakambu. C'est-à-dire que il est recruté n'importe comment pour faire n'importe quoi en fait. Une fois que Sampaoli part, il ne sert plus à rien. Voilà. Remaya qui dit pas d'accord, il a servi le scénario de son transfert, on en a rien à faire de tout ça. Bah,
Ouais, moi j'ai envie de mettre un flop symbolique parce que c'est un flop sur le côté, c'est un flop sur le côté, sur le côté, on attendait plus de lui, et on le paye quand même un beau salaire. Je vois qu'il y a des gens qui sont pas d'accord et vous avez raison, hein, parce que c'est très sévère de dire flop pour Bakambu parce que c'est pas un joueur qui a triché en fait ou qui a été vraiment nul à l'OM. C'est un joueur qui a été une monnaie d'échange, un truc comme ça, utilisé un peu n'importe comment. Ouais, dommage qu'il n'était qu'une roue de secours. Ouais, Didi qui dit flop, mais pas gros flop. Euh, Remaya qui dit à ce compte-là, on peut mettre trop de joueurs en flop à cause des transferts. Bah, ouais, oui, mais il y a le côté, en fait, moi, le truc qui me fait hésiter à le mettre dans moyen, c'est le fait qu'il ait mis ces quelques buts importants, comme le disait, c'est qui disait ça plus haut, Ricky, voilà, qui dit il a marqué des buts importants, il rapporte de l'argent. C'est vrai que le but contre Nice, par exemple, il faut le mettre, il est important, il le met. Euh, Bon, je le mets en flop pour l'instant et on pourra peut-être changer et le remettre dans moyen. Dans tous les cas, c'est moyen ou flop, mais c'est symptomatique de la gestion de Pablo Longoria qui le fait venir et puis qui le fait repartir même pas 6 mois, 3 4 mois après en le forçant au départ parce qu'il a raconté tout ça dans une interview chez Zach Nani, Bakambu, il a été forcé au départ. En fait, le mec il voulait pas partir mais on le force au départ, on se dit bon bah est-ce qu'il a encore de l'utilité sous Tudor. Le côté symbolique de la gestion de Longoria où tu fais venir, tu fais partir en fonction aussi de l'entraîneur qui change complètement de jeu. Bon, c'est un flop subi Bakambu, je trouve. Voilà. On part là-dessus et puis on verra pour la suite. On verra pour la suite si on le remet dans moyen. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Je vois certains dans le chat qui sont vraiment pas d'accord avec ça, mais tu peux pas mettre moyen dire Maya à cause de ceux qui sont comme Harit. Ça, je comprends, mais c'est une insulte pour lui de dire que c'est un flop. Je suis pas de sa famille, lol. Non, mais vraiment, vraiment, c'est flop de Longoria, pas flop de Bakambu. C'est-à-dire que c'est pas lui qui flop, c'est l'arrivée, le fait d'avoir fait venir un joueur comme ça qui le place dans la catégorie flop. C'est pas lui qui flop. Je pense que lui, ses prestations, c'est moyen. Voilà, moi, les prestations de Bakambu à l'OM, lui, ce qu'il fait à l'OM, c'est moyen, mais l'opération Bakambu à l'OM, l'histoire Bakambu à l'OM, c'est flop. C'est plus dans ce sens-là. Et enfin, il arrive à l'hiver, mais il ne jouera que la saison d'après. Samuel Gigot, qui arrive donc à 500 000 euros. Il allait être en fin de contrat, donc on le fait venir avant du Spartak de la ville là-bas. Là. Donc Samuel Gigot, je pense que voilà, on le paye pas grand-chose. Un joueur titulaire ou pas loin d'être titulaire, un joueur avec un excellent état d'esprit, moi, m'a surpris positivement parce que lorsqu'il arrive, je me dis, oh, ça a toute la mauvaise idée, le guerrier, tout ça, machin. Mais au final, bah, il tient ses promesses, notre ami Samuel Gigot. Donc c'est un peu comme Cengiz Ünder, mais en défense. C'est un joueur qui peut pas faire un milliard de choses, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Donc moi, j'aurais tendance à le mettre là dans bonne recrue. Vous me dites, il n'arrive pas tout à fait gratuit, Fabulous Fab. Il me semble qu'on paye une petite indemnité de transfert pour être sûr qu'il arrive, mais je suis pas certain. C'était ce qui était écrit sur, euh, sur Transfermarkt et c'était ce dont je me souvenais aussi. Il me semblait que, oui, voilà, tu vois, il arrive pour 500 000 euros et on le prête dans la foulée chez les mecs là-bas. Là. Voilà. Donc dans tous les cas, bonne recrue, on est d'accord. Pas top joueur, voilà, comme dit Goodcar, pas top joueur, mais fait le taf et recruté pour pas trop cher. Voilà, il peut être un rock, mais c'est pas Moser, nous dirait Maya, on est d'accord. Versev qui met un petit bémol, pas mal de blessures quand même et un peu limité. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne peut pas être top recrue.
C'est pas un joueur avec un niveau de performance incroyable, mais bonne recrue. Moyen, ce serait sévère, nous dit Didier. Voilà, c'est ça. Bonne recrue. Ricky, bonne recrue, car il a rien coûté au presque. Sinon, c'est moyen comme joueur. Ouais, c'est plutôt moyen comme joueur, mais moyen plus comme joueur. C'est utile, comme me disait aussi Remaya tout à l'heure. S'il y avait une catégorie recrue utile, il serait là-dedans. Et il coûte assez peu cher comparé à pas mal d'autres. Et puis, il fait plaisir quand il marque des buts contre Lyon et qu'il va célébrer tout ça. Pour moi, c'est vraiment bonne recrue pour l'ensemble du truc. Bon, fou. Et maintenant, on arrive au mercato le plus actif, les gens. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on pensait avoir déjà fait plein de recrues. Mais non, il y en a encore toujours plus. C'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup trop de joueurs. Donc, on a encore, il me semble, 12 ou 13 joueurs à classer. 12 ou 13 joueurs. Je vais boire un peu d'eau. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Bon, l'Olympique de Marseille se qualifie donc pour la Ligue des Champions en terminant deuxième grâce à une dernière journée de folie où Sampaoli et Pablo Longoria finissent enlacés sur le terrain. C'est la Maille de Marseille, tout ça, c'est incroyable, c'est le feu. Mais Sampaoli s'en va. On fait venir Igor Tudor qui a un style de jeu qui est quand même bien différent de celui de Sampaoli. Le foot du futur, nous dit même Pablo Longoria. Et ben, pour le foot du futur, on va chercher des joueurs qui sont bien différents. Et ces joueurs qui sont bien différents, c'est par exemple Jonathan Klaus, qui était un joueur vraiment qui était nécessaire au jeu d'Igor Tudor. Donc Jonathan Klaus qui arrive de Lens pour 7,50 millions d'euros. Jonathan Klaus qui fait une première partie de saison excellente avant d'être un petit peu moins bien. Et là de reprendre plutôt bien. Donc Jonathan Klaus, pour moi c'est entre moyen et bonne recrue. Vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Girl in White qui dit alors là, Jonathan Klaus, je sais pas, j'ai envie de le mettre moyen. Ouais, moi je le mets moyen en fait. Bonne recrue, rien que pour son contact face à Ramos, nous dit Vivien Holocène. Par contre, meilleur dans une défense à 3-4. Top recrue pour moi, mais ce qui me gêne, non, ça c'était pour Gigot. On est plutôt des bonne recrue Italiano, bonne recrue vu le prix et l'âge du joueur. Difficile d'imaginer une plus-value à la revente. En fait, vous êtes plutôt sur bonne recrue pour Klaus, car il commence bien la saison. Moyen avec 10 passes D, MDR, Fabulous Fab. C'est vrai, c'est pas très sympa. Bonne recrue, top, c'est l'arrière droit de l'équipe de France. Hein. Bah, plus trop, hein, en fait. Ricky, il a été un petit peu remis en cause, Jonathan Klaus. Donc, Jonathan Klaus, bon, ok, vous partez plutôt sur bonne recrue. Écoutez, son début de saison, c'est bon. Moi, j'hésitais franchement entre moyen et bonne recrue. Sur le chat, ça part plutôt en bonne recrue, ce que je peux comprendre. Donc, je vais pas, j'ai pas envie de vraiment contester ça. Donc, allez, on part sur bonne recrue. Alors, attendez, je vais peut-être bouger ma caméra parce que on est plus comme ça. Voilà. Je vais me mettre là. Donc, bonne recrue, franchement. Après, c'est vrai, il y en a qui disent c'est aussi 9 millions d'euros pour le meilleur passeur de Ligue 1. Bon, il est toujours dans le projet, remis en cause de manière injuste en équipe de France, tout ça. Bon, moi, je trouve qu'il a quand même il a été très moyen la seconde partie de saison. Après, voilà, la Coupe du Monde où il est laissé au dernier moment sur le côté de la route par Deschamps, ça lui fait mal. Mais pour l'Olympique de Marseille, on ne compte pas trop ça. Donc oui, moi j'aurais mis moyen plus en vrai. S'il y avait un échelon entre les deux, j'aurais mis moyen plus pour Jonathan Klaus parce que c'est un joueur qui a quand même eu vraiment plusieurs mois difficiles, mais qui repart bien. Donc son point faible c'est son mental, nous dit Versev. Donc écoutez, pour l'instant, on le met dans bonne recrue. C'est plutôt ce que vous pensez sur le chat et
j'ai pas vraiment envie d'aller contre ça plus que de raison. Donc voilà. Donc Jonathan Klaus, un joueur qui dans tous les cas aura été très utile pour mettre en place le jeu d'Igor Tudor. Jonathan Klaus qui arrive donc, comme un autre joueur qu'on pensait qu'il allait être très utile pour le jeu de notre ami Igor Tudor, c'était Luis Suarez, qui était l'un des attaquants qui pressait le plus en Liga. Et il arrive quand même pour 8 millions d'euros d'Almeria et il va servir à rien du tout. Ah, rien du tout. J'ai même là 10 millions. Ouais, c'est ça en fait, 10 millions de Grenade. D'ailleurs, pas d'Almeria. C'est à Almeria, il va être prêté avant d'être transféré. Bon, apparemment, il est transféré à 8 millions d'euros. Donc, ça veut dire que c'est une opération plus ou moins blanche parce que tu as eu la première année. Tu as dû les faire un peu payer Almeria quand même pour le prêt. Donc, ça, c'est. Tu as limité la casse, on va dire. Mais voilà, il fait 11 matchs, principalement des bouts de match. Il débute bien avec une passe décisive, fait un but même, il me semble, ouais, deux buts contre le Stade de Reims, ouais, c'est vrai. Un but, une passe décisive aussi contre Angers. Et après, ben, il disparaît complètement de la circulation. Il ne sert plus à rien. Donc pour moi, c'est pas gros flop, mais c'est quand même un vrai bon flop. Pas gros flop parce que opération blanche, parce que tu as récupéré un petit peu d'argent sur lui. Mais flop parce que sportivement il te sert pas à grand chose, tu comprends pas pourquoi tu l'as acheté et voilà. Flop, je vous lis un petit peu. Didi, c'est immense flop, fabulous flop, très 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 gros flop, Louis, c'est, vous êtes, il n'y a pas une catégorie blanchiment pour Suarez, blague, on a dit blague les gars. Flop car pas assez joué et pas resté assez longtemps, mais pas de perte financière niveau transfert. Suarez flop. Flop, sportivement, immense flop, Mourad. Oui, sportivement, immense flop. En plus, il y a aussi tout le globi-boulga avec Bamba Dieng. C'est-à-dire que tu sens qu'il arrive pour remplacer Bamba Dieng parce que tu dis, ok, Bamba Dieng, c'est une valeur marchande, je vais le vendre. Tu n'arrives pas à le vendre, mais au final, bah, il était quand même meilleur que Luis Suarez. Donc après, il repasse devant Luis Suarez qui ne joue plus. Donc en fait, flop. Donc, franchement, c'est entre flop et gros flop Luis Suarez. Donc voilà. Allez, vous me dites maintenant flop ou grosse flop, ou flop ou gros flop. Je vous attends dans le chat. Vous me dites si selon les 5 premières réponses, gros flop, flop. Selon les 5 premières réponses, gros flop. Bon, ça part dans gros flop. Ça part dans gros flop. Hein. J'ai fait ça de manière arbitraire dans la dictature du chat. Sur les 5 premières réponses, j'ai eu 4 gros flops. Bon, j'en ai 5 sur les 7 premières réponses. Allez, ça part dans gros flop. Notre ami Luis Suarez qui est un gros raté dans tous les cas. Ça aurait été dans flop. Allez, dans gros flop. Et c'est clair que c'est un raté beaucoup plus important que Bakambu et Luis Enrique par exemple. Donc bon, allez, pourquoi pas. Donc Luis Suarez complètement raté. Jonathan Klaus. Isaac Touré, on en fait quoi d'Isaac Touré? Isaac Touré, un joueur de projet, nous dit Pablo Longoria. Un joueur de projet, mais qui ne joue jamais dans ton projet, en fait, puisqu'il n'a pas l'air d'être assez rassurant pour Igor Tudor, donc il ne joue pas avec Igor Tudor. Il va en prêt en seconde partie de saison à Auxerre, où il est bon, mais il revient, il n'est toujours pas jugé suffisamment bon par Marcelino pour jouer, donc il est fini par être vendu à Lorient, dans une espèce de vrai faux échange avec Bamo Meïté. Donc pour moi, c'est quand même flop. C'est aussi, il n'a pas tout. C'est pas que de sa faute. C'est pas que de sa faute parce qu'on le fait jamais jouer. Mais ouais, moi pour moi c'est plutôt flop. Après, apparemment, on a quand même récupéré un peu d'argent sur sa vente à Lorient. Donc à Lorient en club ami. Hein. Donc moi je le mettrais dans flop.
Franck-Antoine qui dit c'est un flop Isaac. Gros flop pour Pablo. Par contre, Touré, nous dit Fabulous Fab. Moyen, tu vas sûrement faire de l'argent dessus. Donc bon, oui, mais ATUX 54. Mais le problème, c'est que tu n'as rien fait sportivement avec lui. Donc voilà. Didi qui dit dur à juger. Lui, ouais, c'est dur à juger. Moi, je le mets vraiment dans flop. Le joueur moyen, j'attends de voir Meïté pour me prononcer sur Touré. J'arrive pas à le classer. Et si on évalue Pablo, flop, si tu mets lui gros flop, il est évident que Isaac soit gros flop, c'est la même opération. Flop à cause de Longoria, gros flop car on ne l'a quasiment pas vu jouer. On peut pas juger, flop mais on l'aura jamais vu. Ouais, en fait c'est un joueur aussi qui est un petit peu il t'a rapporté un petit peu d'argent. Il est entre l'opération Luis Suarez et l'opération Bakambu, quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur, pour moi, c'est pas complètement de son plein gré qu'il est un flop. C'est-à-dire qu'on le recrute, mais on le fait jamais jouer, personne ne lui fait confiance et on le force à partir à gauche à droite. Donc bon, c'est pas de sa faute. Mais il y a aussi le côté Luis Suarez où Pablo Longoria nous le présente comme un joueur de projet, mais un joueur de projet qui n'a pas l'air d'avoir sa place dans ton projet. Donc bon, voilà, c'est entre flop et gros flop. Allez, on va refaire la même chose que pour Luis Suarez. Dans le chat, vous me dites flop ou gros flop, et selon les 5 premières réponses, ce sera choisi. Versef, un flop. On a un flop. N'hésitez pas, Marco, flop, moyen flop. Bon, allez, on part dans flop pour Isaac Touré. On va dire que parce qu'il a quand même montré certaines choses à Auxerre. Bon, mais c'est clair que c'est pas très différent. Et puis, t'as pas coûté si cher que ça, il me semble, notre ami Isaac Touré. Isaac Touré, il y a quand même 5,50 millions d'euros. Bon, je pense que tu as dû récupérer un peu tes billes là à la revente, mais quand même. Donc voilà, on voit que là sur le deuxième mercato, c'est déjà un peu plus compliqué, hein, parce que pour l'instant, les recrues qu'on a, c'est Isaac Touré, Luis Suarez et Jonathan Klaus. C'est pas génial sur ce mercato 2022-2023. On continue. Allez, on va partir sur un mec positif. Un mec positif qui est pour moi au moins dans bonne recrue, c'est Chancel Mbemba, que tu fais venir libre en fin de contrat de Porto. Donc Chancel Mbemba, énorme avec Igor Tudor en première partie de saison. Pour moi, c'est bonne recrue. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui le voient dans top recrue? Voilà, super recrue. Il y a aussi top gratuit, nous dit A2X. J'hésite entre bonne et top. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire de Mbemba. C'est vrai que Girl in White qui dit aussi il remplace Saliba super bien. C'est vrai que Saliba, on l'a mis en top recrue. Et qu'en fait, quand Mbemba arrive, à un moment, on se dit mais putain, mais c'est pas possible, on voit même pas la différence, quoi. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Mais il fait une fin de saison dernière qui est moins bonne. Il débute quand même de manière très moyenne aussi la saison. Bonne recrue, mais pas au niveau de Saliba 6 derniers mois Kata, nous dit Didi. Ouais, il y a un petit peu de ça. Top sur les 6 premiers mois, compliqué sur les mois suivants. Et vu qu'il est gratuit, j'hésite entre bonne et top. Ouais. Attention à sa baisse de niveau. Bonne recrue, il s'est un peu essoufflé en fin de saison. Saliba au-dessus des défense. En fait, Saliba, il était jeune, il était plus rapide, il avait plein de trucs, mais Chancel Mbemba, c'était quand même aussi, voilà, quelqu'un qui dit moins décisif devant la cage. C'est vrai qu'en plus, il t'apporte des buts et qui t'apportait aussi de la projection offensive. Il était très bon là-dedans, dans ce que demandait Tudor. Ouais, c'est compliqué. C'est entre bonne recrue et top recrue, Chancel Mbemba. Il a pour lui le fait d'arriver gratuitement, le fait de remplacer Saliba de manière presque invisible, et il a contre lui le fait de faire une fin de saison dernière compliquée et un creux en ce début de saison. Donc voilà. Girl in White qui si Mbemba est pas top, on mettra personne d'autre. Moi j'ai l'idée d'un mec en top recrue. Allez, on fait comme d'habitude. Vous me dites bonne ou top dans le chat. Et en fonction des 10 premières réponses, je trancherai. Je vous attends. On a un top. On a deux tops.
On a 2 tops, on est parti. On dirait, j'ai l'impression d'être à la télé. Aïe, aïe, les bonnes ont égalisé là. On est à 2, 3, 4 tops. On est à 4 tops. 4 tops pour 2 bonnes. Aïe, 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 4-3. 4-3 en faveur des tops. Est-ce qu'on va arriver à 10? Logiquement, j'aurais dû mettre top déjà. Top, on est à 5 top. Allez, un dernier top et on le met en top. Allez, on est à 6 top pour 4 bonnes. On va le mettre en top recrue, notre ami Chancel. Même si, attention à la seconde saison. Et c'est là aussi où il a un peu de chance, parce qu'il y a des joueurs, tu vois, Saliba, il est en top parce qu'il est là qu'une saison. Donc d'ailleurs, en parlant de joueurs qui ne restent qu'une saison, il y a Alexis Sanchez qui, pour moi, est une top recrue parce qu'il aura été très bon pendant la saison où il arrive. Il est là libre. Au niveau de son salaire, c'était important, mais c'était pas non plus délirant. Il se relance complètement au point de retourner à l'Inter. Et il aura laissé quand même des bons souvenirs. Et puis aussi, c'est un joueur qui arrive, en fait, avec une promesse, on sent tout le monde s'enflamme. Moi, je trouvais à la base, je me disais, mais on s'enflamme trop, il est vieux et tout, il va pas être bon. Comme notre ami du CFC, là, j'ai oublié son nom, mais qui s'est fait défoncer très durement sur les réseaux sociaux pour un avis que beaucoup de monde avait à ce moment-là. Mais au final, il est très bon, Alexis Sanchez. Pour moi, c'est une top recrue parce que c'est un joueur aussi, on va en garder un bon souvenir. Donc voilà, moi je le mettrais top, mais je vous lis avant. Voilà, top, zéro débat, on nous dit top, Sanchez, grosse recrue, rien à dire, suivant, top recrue vu son niveau, presque pas de match où il passe à travers, top et on aura bouclé cette catégorie, Sanchez top malgré le fait que son négo nous ait éliminé de Coupe de France. À noter que les joueurs top sont arrivés gratuits, lol, comme quoi. Oui, Girlin Watt, bonne petite remarque, leur boulot, et c'est ça qui avait fait cette recrue. J'avais des gros doutes à son arrivée. AG est pas bon sur les saisons d'avant, mais m'a agréablement surpris. Top, ouais, voilà. Moi, j'avais les mêmes doutes que toi, Goodcar, et au final, très bonne recrue. Donc, au final, Alexis Sanchez, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas trouvé la photo avec son maillot. Donc, voilà, Alexis Sanchez, top recrue. Et ça tombe bien parce qu'on ne va plus en avoir beaucoup. Là, je vois les photos qu'il reste. Ça va être un peu plus dur. Eric Bailly. Eric Bailly. Alors moi, Eric Bailly. Eric Bailly. Eric Bailly, j'hésite entre flop et gros flop. Ce qui est Eric Bailly, c'était aussi une promesse du patron de défense. J'ai vraiment pas aimé son passage à l'OM. Parce qu'il y a tout ce que je pouvais m'attendre de négatif qui s'est réalisé et les bonnes surprises sur les doutes que j'avais sur lui, il n'y en a aucune qui s'est réalisée. C'est-à-dire que dès les premiers matchs, moi, là où beaucoup de monde voit, ah ouais, c'est la classe, tout ça, moi je vois un joueur qui, sur chaque touche de balle, veut se la raconter et veut montrer que c'est un joueur de foot. Ce qui nous coûte pratiquement, par exemple, ce but contre Francfort, où au lieu de dégager, tu fais un amorti de la poitrine pour après faire un sombrero, montrer que tu es un top joueur. Montre-moi pas ça, tu es un défenseur, ok. Et ensuite, le reste du temps, on savait qu'il allait toujours se blesser, il se blesse toujours, il revient, il fait cette grosse faute, bon, c'est pas de sa faute, mais quand même. Donc en fait, vraiment, j'ai détesté le passage d'Eric Bailly. Vraiment, je vous le dis sincèrement, j'ai détesté parce que je n'aime pas, j'ai pas aimé les matchs. En fait, voilà, comme dit Iki, j'ai trouvé que c'était un joueur qui avait le melon. Et alors, je suis pour les défenseurs comme Saliba, mais Saliba, il prenait des risques. Mais Saliba, il avait les capacités qui allaient avec, et il avait les capacités techniques pour aller avec les risques qu'il prenait. Alors que lui, il prenait des risques, je pense, qui étaient supérieurs à ce qu'il pouvait faire. Voilà, il dégageait de l'arrogance, nous disait The Duke. Et c'est vrai qu'il y a aussi Paris, là-bas, à Paris, où il va mettre un taquet à Neymar pour je sais pas pourquoi. Et sur le taquet, ben, il se blesse. Ben, merci beaucoup. On avait besoin de toi, mec. C'est pas grave, hein, sinon, hein, la prochaine fois. Pour moi, c'était très 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 compliqué. Il m'énervait beaucoup, notre ami Eric Bailly. Donc Eric Bailly, pour moi, c'est gros flop.
même si le truc qui aurait peut-être pu le sauver de la catégorie gros flop, ça aurait été le fait qu'il soit arrivé en prêt. Mais vu qu'il m'a beaucoup déçu et que encore une fois, hein, moi j'aime avoir tort quand j'ai des avis plutôt négatifs. Mais pour moi, Eric Bailly c'est un gros flop, même si c'est dur parce qu'il ne coûte pas si cher financièrement, même si tu as coûté cher en transfert, en salaire. Donc allez, Eric Bailly, moi il m'a énervé. Moi Eric Bailly m'a beaucoup énervé et pour moi il a beaucoup trop, il pensait qu'il était beaucoup plus fort que ce qu'il était réellement et il a jamais joué, il a toujours été blessé. Bref, tout ce qu'on pouvait attendre de négatif s'est passé avec Eric Bailly. On passe à la suite. Un autre joueur qui m'a fait beaucoup crier négativement, notre ami Nuno Tavares. Nuno Tavares arrivé en prêt, lui aussi très important pour le jeu d'Igor Tudor, puisqu'on avait besoin absolument d'un joueur, d'un piston gauche. Nuno Tavares, piston gauche, il débute la saison, on se dit qu'est-ce que c'est ce joueur? Il marque plein de buts, c'est génial. Et puis après, on a envie de lui arracher la tête tout le temps parce qu'il fait n'importe quoi et il frappe tout le temps. C'est un cauchemar. C'était un cauchemar. Défensivement, c'était n'importe quoi. Pareil, au niveau de l'arrogance, on n'est pas certain qu'il savait exactement quel était son niveau. Donc, Nuno Tavares, compliqué parce qu'il débute très bien, mais quand même, ça se termine très mal. Voilà, il y avait un côté un peu clownesque quand même. Cirque Pinder, dit Fabulous Fab. Ouais. Il y avait un côté détestable aussi, comme le dit Didi, qui renforce encore le truc, tu vois, parce que vraiment, il y a des moments, à Lens, j'en avais marre. C'était tellement horrible. Donc, mais par contre, il débute très bien la saison et il est utile parce qu'on avait vraiment besoin d'un latéral et en fait, il avait aussi ce côté où il servait à occuper tout le couloir gauche. Donc bon, c'est compliqué et puis il nous a pas coûté si cher parce que finalement c'est un prêt. Donc c'est entre flop et moyen pour notre ami Nuno Tavares. Je mettrais quand même flop parce que on a un peu avancé et que si j'ai pas envie de le mettre dans la même catégorie que Milik, Gerson et Harit qui sont pour moi de meilleurs joueurs, enfin qui ont plus apporté sur leur passage que Nuno Tavares, même s'il fait un très bon début de saison. Mais le côté insupportable. En fait, normalement, en vrai, sur ses performances sportives et le fait que ce soit un prêt, il aurait dû être dans le moyen. Mais le fait qu'il ait été insupportable fait qu'il va en flop. Nuno, tu payes ton côté insupportable et je pense que je ne suis pas tout à fait juste. Je pense qu'il aurait dû aller dans le moyen. Mais vraiment trop insupportable. Trop insupportable, notre ami Nuno Tavares. Donc je pense qu'on arrive presque au bout du mercato estival. Mais je disais ça, mais j'avais tort parce qu'il nous reste encore Amin Harit, non, pas Amin Harit, Issa Kabora et Ruben Blanco. Bon, on commence par Ruben Blanco. Ruben Blanco. J'ai pas fait de catégorie. Ruben Blanco, moyen. Bonne recrue pour une doublure, on me dit ouais, c'est moyen. Ouais, moyen. En fait, c'est c'est un peu inscrit sur son visage, quoi, pour rien. Bon, on met moyen parce que doublure potable. Ouais, oui, c'est vrai quand il a été appelé pour suppléer Paul Lopez, c'était moyen. Bon, allez, on met moyen, même si je trouve que c'est limite un peu cher, parce qu'il me semble qu'on a payé un transfert là pour Ruben Blanco cette année. Donc, euh, ouais, franchement, cette année, je comprends pas trop pourquoi on le fait venir 1 million, 1,50 million, c'est pas énorme non plus, mais bon, allez, on part dans moyen pour Ruben Blanco parce que on va pas être méchant avec un mec qui a fait quelques bons matchs quand il était en doublure, c'était pas dégueulasse. Issa Kabore, par contre, Issa Kabore, c'est plus compliqué. Moi, je le mettrais en flop et et qu'il a signé à l'OM alors qu'il a déclaré avoir peur des pétards.
Issa Kabore, c'est dur. Moi, je le mettrais en flop. L'an dernier, on m'avait reproché d'avoir dit c'est peut-être la plus grosse erreur du mercato. Alors, pas sur son niveau intrinsèque, mais en fait, sur le fait que c'était un poste ultra important, les postes de piston dans le jeu d'Igor Tudor, et qu'en seconde partie de saison, lorsqu'on commence à baisser de niveau, Nuno Tavares et Jonathan Klaus, ils en peuvent plus, ils ont besoin d'un supplément absolument, et en fait, on ne peut pas compter sur Issa Kabore, qui est trop vert, qui avait l'air de paniquer un peu sur toutes ses prises de balles. Alors, il n'était pas si mauvais que ça, il n'était pas dans le rang des joueurs, des Paul Lirola, etc. Mais je trouvais qu'étant donné l'importance du poste, c'était une très mauvaise recrue parce qu'il nous fallait quelqu'un de plus sûr pour doubler ses postes. Au final, il fait quand même quelques bons matchs où ça s'enflamme énormément dessus, notamment à Lyon, tout ça. Bon, c'est normal, c'est le côté quand un joueur est très mauvais, dès qu'il fait deux matchs moyens, on pense qu'il est exceptionnel. Donc bon, c'est pas gros flop. Mais flop, pour moi, je pense que c'est bien pour Issa Kabore. Mais je pense que sur le côté pour juger du mercato de Longoria et Ribalta, je pense que par contre c'était une grosse erreur de ne pas recruter un joueur beaucoup plus stable. On avait vraiment besoin d'un joueur beaucoup plus stable pour doubler Klose et Tavares, qui étaient les postes clés dans la créativité du jeu de Tudor, et on n'avait personne. Donc Issa Kabore, il part dans flop. Franchement, le deuxième mercato total, il est beaucoup plus dur. Alors, il y a deux top recrues, mais tu as quand même Kabore, Bailly, Suarez, Tavares, Isaac Touré. Tu as quand même beaucoup de flops et de gros flops hein, sur l'année dernière pour notre ami Pablo. Bon, on continue, on continue. Ouais, et puis il y avait aussi le côté, bon, c'était censé être un crack. Bon, on l'a pas trop vu. On l'a pas trop vu. Mais c'est un peu, je suis un peu méchant avec Issa Kabore parce que c'est un jeune joueur et j'ai l'impression qu'il est limite un peu naïf et tout. Bon, c'est dur au final. Il ne nous coûte pas si cher que ça au niveau financier. Il a juste pas été bon à l'Olympique de Marseille. Et malheureusement pour lui, il a été recruté à un poste qui était très important. Donc voilà. Il me semble qu'on a bouclé le mercato estival et qu'on va donc passer au mercato hivernal. Mais qu'est-ce que je dis, le mercato hivernal? Il nous reste encore Jordan Verretou. Jordan Verretou. Alors là, je sais que ça va faire débat parce que c'est un joueur qui fait beaucoup débat. Jordan Verretou qui arrive en provenance de la S Roma pour 13 millions d'euros dans les polémiques, machin, tout ça. Un joueur extrêmement important pour Igor Tudor. Les joueurs disaient ah, c'est un peu le fils du coach, tout ça. Mais c'est un joueur qui va beaucoup jouer. Et je vais vous dire la vérité, pour moi, c'est une bonne recrue, Jordan Verretou, parce que c'est un joueur qui a été bon, qui a été bon à un moment il est bon. À un moment, il est bon et il y a un peu un délit de sale gueule parce qu'on n'a pas envie de l'aimer, quoi. On n'a pas envie de l'aimer. Il a ce côté, voilà. Versev qui dit verrait tout moyen car recrue cher et salaire important, plus mal utilisé par Tudor, mais des qualités évidentes. Bah ouais, voilà. Moi j'avais dit franchement, Verretou, en fait, étant donné son salaire, il faut qu'il soit super important. Et à un moment, quand on est vraiment bien là au retour de la trêve post-Coupe du Monde en décembre, janvier, février, Verretou est très bon. Souvenez-vous du match contre Rennes là, à domicile où il fait ce déboulé pour aller servir Guendouzi, machin. À un moment, il est très très bon. Mais c'est vrai que par moment il est moins bon. C'est quand même un joueur, c'est un taulier très très important. Et c'est vrai qu'il coûte cher. C'est vrai qu'il coûte cher et qu'il faut quand même prendre ça en compte parce que son salaire est très cher. Puis c'est vrai qu'avant la Coupe du Monde, voilà, comme le dit Fabulous Fab, déjà contre Monaco, avant la Coupe du Monde, il est bon. Voilà. Ali Todorov qui dit bonne recrue, même s'il a profité de conditions favorables pour être sur le terrain.
c'est vrai qu'en fait, lui, c'est le joueur de Tudor, c'est un joueur qui parle italien, tout ça, il a servi à pas mal de choses. Ricky, t'es dur quand même. Il a fait peut-être 5 gros matchs, sinon c'est du Strootman. C'est un peu dur. À mon avis, moi je serais plus d'avis de dire qu'il a fait 5 très gros matchs et qu'après il a quand même fait pas mal de matchs où il a été moyen plus. Donc en fait, c'est un mec qui t'apporte quand même une certaine stabilité. Tu vois, là par exemple contre Brest, alors que tout le monde est à peu près nul, il est plutôt bon. C'est quand même un. Moi, je sais que c'est un joueur qui fait débat. Après, le truc qui me fait hésiter à le mettre dans moyen, c'est le fait qu'il coûte cher et que c'est un salaire très très important. C'est un, c'est un salaire très très important. Voilà, mais c'est un joueur qui joue, c'est un joueur à peu près fiable. Et moi j'hésite entre bonne recrue et moyen parce que voilà, ça coûte cher et que c'est vrai qu'à ce niveau de salaire, tu dois être un taulier. Tu dois être dans top recrue ou alors dans le haut du panier de bonne recrue. Donc on est entre moyen et bonne recrue. Euh, Parce que, par exemple, est-ce que Jonathan Klaus a été bien meilleur que Jordan Verretou? Didi il me dit moyen. Dites-moi un petit peu. Voilà, moi j'hésite. Le dilemme, c'est moyen ou bonne recrue. Donc dites-moi moyen, bonne recrue, moyen, bonne. C'est très très partagé. Il n'y a pas une case entre moyen et bonne recrue. Ce serait la case de Verretou. C'est ça en fait. Bonne, même si on parle que de foot. Quand on parlait de bonne recrue, bonne, arrêtez avec les salaires. C'est pas vous qui. Bah oui, mais là on juge des recrues. On juge d'un mercato. Donc parce que Tisco, tu dis c'est pas vous qui payez les salaires. Non, mais étant donné qu'on juge des recrues, on juge aussi de leur impact financier sur le club et sur ce qu'ils apportent. Donc, euh, donc bon, allez, on va le mettre moyen en sachant que c'est le haut de la case moyen quand même, Jordan Verretou. Moi, je trouve ça un peu dur de le mettre en moyen, mais ça se défend. Surtout que là, je pense qu'on va avoir beaucoup de, beaucoup de flops. Donc, on va commencer par mon petit Rouslan qui est un flop indéniable. À se demander flop ou gros flop. Alors Ruslan Malinovski qui arrive pour le jeu d'Igor Tudor parce qu'il joue à l'Atalanta Bergame où il peut donc occuper ce demi-espace gauche et rentrer sur son pied gauche ou ce demi-espace droit plutôt pour rentrer sur son pied gauche et frapper. Un joueur un petit peu référencé que l'on paye un certain prix puisque il me semble voilà, qu'on parle de 10 millions, il y avait des trucs, machin, tout ça. Donc au final, il a ce moment de gloire qui est l'un des moments qui m'a fait le plus vibrer au stade, ce but contre le PSG. Parce que j'étais enfin je voulais vraiment qu'il réussisse à l'OM et au final ses limites notamment dans son temps de réaction ont fait qu'il n'a pas du tout réussi à l'OM et qu'il a raté certains gros matchs et qu'en plus de ça il joue beaucoup dans la période où le club se délite ou post-Annecy où il n'y a plus rien qui se passe et qu'en plus de ça moi je rajouterais à sa décharge c'est que lorsqu'il est bon, en fait, l'équipe est tellement mauvaise qu'on ne voit même pas. Par exemple, à Lille, on perd ce match, il fait une passe décisive, il fait une deuxième passe décisive, il fait une deuxième passe qui aurait pu être décisive mais qui est gâchée. Mais on l'oublie contre Strasbourg, en fait, quand on est à 10 contre 11 grâce à notre ami Balerdi qui est expulsé, il est bon aussi, il tire le coup franc, il remonte les ballons, il sert à quelque chose. Mais au final, on mène 2-0, on se fait rattraper dans les 10 dernières minutes, donc on s'en fout de la prestation de Malinowski. Et à côté de ça, il fait des matchs qui sont mais dégueulasses. On va pas. J'essaye de le défendre, mais même moi, je peux pas le défendre jusqu'à un certain point. Il y a des matchs où ça a été désastreux. Je pense au match à Ajaccio, etc. C'était vraiment nul. On sentait qu'il y arrivait pas, et on sentait aussi qu'il y avait vraiment ce côté
C'est un joueur très appliqué qui a besoin de se mettre dans la bonne position pour frapper, pour passer. Et le temps qu'il se mettait dans cette bonne position, tu avais 3 morts de fin de Ligue 1 qui lui mordaient les chevilles et tu perdais le ballon. Et c'était très mauvais. À Lens aussi, il est très mauvais. Donc ouais. Donc c'est entre flop et gros flop. Il coûte cher quand même, Ruslan. Et voilà, il ne réussit pas. D'ailleurs, départ en prêt chez un promu italien. Et ce qui me fait hésiter dans gros flop, c'est le fait que s'il ne réussit pas de manière éclatante au Genoa, il revienne chez nous et qu'on le traîne jusqu'au bout de son contrat. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Et donc voilà, c'est entre flop et gros flop. Donc je vous laisse décider. Ali Todorov qui dit voilà, il a eu sa chance, il n'a pas su la saisir. Il y a vraiment aussi de ça, vraiment. Et je vous dis, moi je suis vraiment un défenseur de Malinowski, mais il a eu sa chance et c'est dur à l'OM, mais il a pas réussi à saisir ça. Et numéro 9 qui parle oui, de ce qui se passe forcément en Ukraine, mais et il publie des photos de ça, mais il est impliqué. Et c'est pour moi, ma femme est ukrainienne, j'ai vécu en Ukraine, j'adore, enfin l'Ukraine c'est mon pays d'adoption très 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 sincèrement, donc donc je comprends, mais tu as des joueurs comme Zinchenko qui sont ultra impliqués dans l'aide et qui sont bons. Je pense pas qu'il y ait que ça, je pense que il y a aussi des problèmes techniques qui font qu'il ne s'est pas adapté à la Ligue 1 et on part plutôt sur un gros flop. Ça m'embête beaucoup, mais il y a un moment, il faut être honnête. En fait, je pense que ça aurait pu être dans flop parce qu'il y a quand même ce but contre le PSG, mais le côté je sais pas si on va réussir à le revendre et si on va pas le traîner jusqu'au bout de son contrat me fait le mettre dans la catégorie gros flop. On continue avec deux recrues qui ont coûté cher et qui pour l'instant n'ont pas encore réussi. Donc on va commencer par Unai. Unai qui arrive pour 8 millions d'euros en provenance d'Angers après une Coupe du Monde franchement réussie qui fait dire à Luis Enrique c'était qui ce mec au milieu de terrain avec le Maroc, machin, tout ça. Même si j'ai pas regardé les matchs, j'ai vu les déclarations et puis voilà, donc bon bref, il arrive, grosse hype sur Azzedine Ounahi qui à l'OM en plus de ça débute bien puisque pour son premier match à Nantes il marque un très joli but, mais qui malheureusement va se blesser en sélection avec le Maroc, qui va rater la fin de saison et qui sur ce début de saison on a du mal à lui trouver un poste. Donc Azzedine Ounahi, c'est gros potentiel, gros espoir, mais on ne sait pas, mais pour l'instant, ce n'est pas encore réussi. Qu'est-ce qu'on met pour Azzedine Ounahi? Injugeable pour moi, nous dit ATUX. Moyen, vu ça, Ounahi malheureusement flop car on n'a jamais vu son niveau du Maroc. Attention, c'est clairement pas sa faute. Ounahi flop, mais je suis dégoûté de le mettre là. Merci Longoria d'avoir pris Marcelino. Ricky qui nous dit Joker, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Unai, ouais, c'est entre. Ouais, pour le moment, c'est un flop. Je pense que Franck Antoine, en fait, il faut. C'est quoi, en fait, ce que j'ai envie de dire, en fait, le problème, parce que quelqu'un disait aussi plus haut dans le chat, on l'a pas assez vu, et c'est pour ça que je voulais pas mettre les recrues de cet été là-dedans, parce qu'on les a pas assez vus pour les juger. Et Unai, je vais le laisser dans moyen. C'est très généreux parce que c'est un flop pour l'instant, mais on l'a très peu vu. Donc on le laisse dans moyen parce qu'il est dans l'entre-deux, il est dans les limbes, dans les limbes. On ne sait pas encore si ça va être une bonne recrue ou un flop. Je pense qu'on va le laisser là pour l'instant et on va lui souhaiter d'être une bonne recrue. Et quelqu'un dit oui, Didier dit oui, mais merci Marcelino, mais comme on le disait plus tôt, Under, il n'avait pas sa place dans le système de. Alors que j'ai l'impression d'avoir Freeze. J'espère que ça fonctionne toujours chez vous. Les amis, vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui a bloqué. Est-ce que vous m'entendez? T'as l'air de kiffer les joueurs marocains, lol. Didier, ok. Ça fonctionne, mais la cam a freeze. Ok, d'accord. Bon, si c'est que la cam, ça va. On va relancer ça. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive à la cam?
Euh, alors attendez, voilà, image, vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi ma cam a freeze. Écoutez, si capturer uniquement l'audio, ben non, j'aimerais bien que tu me captures, copain. Je sais pas du tout pourquoi la cam a freeze. Essaie de changer de scène, pas bête. Bah non, en fait, je suis toujours comme ça. Envoyez des messages sur le chat, voir si ça s'affiche dans le chat. J'ai aucune idée de la raison pour laquelle ma cam a freeze, mais elle a freeze. Voilà, test, ouais, voilà, je vois Marco, merci de nous envoyer ce message. Non, mais je sais pas pourquoi, ma cam a décidé de lâcher l'affaire. Écoutez les gars, on va terminer donc sur cette pause prétentieuse de moi en train de, de je sais pas pourquoi, et puis on va espérer que ça se relance à un moment, la cam. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on va changer, si on fait ça, désactiver, activer. Ah voilà, ok, j'ai désactivé, activé, normalement c'est reparti. Nini qui dit t'es comme banni MDR, fais gaffe, fais gaffe, t'es à deux doigts d'être banni. Moi je te le dis, hein, je te le dis. Attention, on fait gaffe les gars, je rigole. C'est- Bon, voilà, allez, on repart. Donc, ouais, en fait, j'ai désactivé, réactivé la cam. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu, j'avais pas prévu de faire un live si long en fait. On est à 1h36. Bon, on a presque terminé. Donc Unai, on le met dans le moyen en espérant que ça se termine, que ça rentre dans les bonnes recrues, parce que pour l'instant, on a trop peu vu pour le juger, mais c'est pas une réussite. Et comme le dit Didi, c'est quand même aussi notre plus gros potentiel. C'est un joueur avec un potentiel énorme. Il faut qu'il réussisse à se faire sa place. Under n'avait pas sa place sous Tudor, il a réussi à se faire sa place. À Unai de faire la même chose. Bon, il nous reste plus que Vitinha. Vitinha, gros dossier. Gros dossier Vitinha. Vitinha, plus gros transfert de l'histoire du club, 32 millions, tout ça. Vitinha, joueur lancé immédiatement par Igor Tudor contre Nice, et il se manque très clairement. Vitinha, joueur qui a l'air d'avoir une fragilité incroyable, émotionnelle, et qui semblait être un peu, qui n'avait pas l'air d'avoir les épaules pour aller, pour lutter contre les critiques de notre ami Alexis Sanchez. Bon, Vitinha, un joueur fragile, mais qui a coûté très très cher, mais qui a une certaine cote d'amour. On ne peut pas dire bonne recrue. Je pense que Vitinha, c'est flop vu son prix et ses 6 premiers mois, impossible de dire autre chose, nous dit Didi. Girl in White qui dit Vitinha moyen avant le début de saison et bonne recrue depuis cette saison, du coup bonne recrue. Ouais, t'es gentil, t'es gentil, hein, Girl in White. A2X flop malgré son début de saison encourageant. Si tu mets 30 millions sur un meilleur joueur l'hiver dernier, tu finis sûrement deuxième et du coup t'es en Ligue des Champions cette année. Bonne petite, c'est pas faux même, ou un joueur plus sûr. Verset Vitinha, il est en train de passer du flop à moyen au fond du trou l'année dernière. Merci la gestion de Tudor qui le balance dans la gueule du loup à Nice, alors qu'il pleure encore son départ de Braga. Mais dans l'engagement, rien à dire, et son début de saison, c'est canon. Ouais, oui, moi je suis plutôt d'accord avec Versev quand il est en train de passer du flop à moyen. Pour moi, on est plus sur ça, parce qu'en effet, sa première partie, ses 6 premiers mois, c'était un gros flop. Ricky Groseille, haut du panier du moyen. Je pense que c'est une bonne recrue, voire une top recrue, mais c'est cher. Et son top niveau, on ne le verra pas à l'OM. Il sera déjà plus là quand il sera à son apogée. Attention, hein, Vitinha, il a quel âge? Il a 23 ou 24 ans. Donc en fait, je pense que si il atteint son top niveau vers 24-25 ans, on peut peut-être le voir à l'OM. Moyen Vitinha, je fais confiance à JPP. Moyen pour le moment, passera bonne recrue s'il continue. Ouais, je pense on a un peu ce truc-là. On a un peu ce truc-là. On peut un peu le dire. Voilà, Marco qui nous dit entre moyen et flop. Versev qui dit je ne dirais pas qu'il est fragile, c'est plus son adaptation qui a été compliquée. Là on voit qu'il a. Ouais, après c'est ça aussi. Après c'est pas pour être méchant hein, que je dis fragile, parce que j'ai pas envie de faire du virilisme de base. Mais le football c'est dur. L'Olympique de Marseille c'est très très dur.
et donc tu es jugé très durement, tes partenaires sont durs, tout ça. Donc il y a ce côté-là, c'est dans ce sens-là où tu n'as pas d'autre choix que d'être une machine. Et c'est peut-être pas forcément bon pour toi, hein, mais en tant qu'homme, en tant qu'être humain, d'être là-dedans, mais il est fragile là-dessus, je trouve. Et peut-être qu'en effet, il est en train de s'affirmer. Donc, je pense qu'il manquait peut-être une étape entre Braga et l'OM. Bon, je pense qu'on va le mettre dans moyen, notre ami Vitinha, et je pense que c'est honnête de le mettre dans moyen. Bon, bon. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce live d'1h40. Nous arrivons à la fin de ce live et à la fin de ce live, on va juger de notre tier list. Notre tier list qui est plutôt honnête, je trouve, hein, qui on n'est pas, il y a 3 top recrues: Saliba, Mbemba, Alexis Sanchez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes recrues. Alors, 3 top recrues, 7 bonnes recrues, 7 recrues moyennes, 5 flops et 6 gros flops. Donc on voit qu'il y a quand même eu du gâchis, hein. On est quand même à 11 joueurs qui sont des ratés clairs. Même si Bakambu, bon, voilà, même s'il y a certains espoirs, mais qui sont pour l'instant des ratés. En tout cas, on a 11 joueurs qui sont des ratés. On en a 10 qui sont de vraies réussites et on en a 7 qui sont entre deux. Donc on est sur un bilan plutôt équilibré. Déjà, on peut se dire que le mercato, qui que tu sois, tu rates, t'as des ratés, donc d'être presque à l'équilibre sur tes ratés et tes réussites, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et tu as des joueurs moyens pour lesquels tu as encore de l'espoir, comme Vitinha ou Unai. Et puis Verretou, je trouve qu'on a été dur aussi. Si quelqu'un dit qu'Mbemba, c'est un peu gentil de le mettre dans les top recrues, bon, même si tu le mets dans bonne recrue, il reste dans le côté positif de la force. Donc c'est plutôt positif. Franchement, je pense que si on faisait la même tier list avec les recrues de Hero Garcia, on aurait beaucoup plus de monde par là. Donc on serait dans le négatif sur le côté flop, bonne recrue. On serait vraiment dans le négatif. Il y aurait beaucoup plus de négatif que de positif. Donc on est plutôt sur du positif, mais on n'est pas non plus sur un bilan éclatant. Et on va avoir encore beaucoup de joueurs à juger. Et il y a aussi d'autres limites dont on n'a pas parlé. Je vois quelqu'un qui parle, ne rajouterais-tu pas les joueurs prolongés par Longoria, nous dit The Duke. J'y avais pensé, mais justement, c'est un petit peu la limite qu'on met en cette fin de live. La limite, c'est de se dire, Pablo Longoria a aussi fait des grosses erreurs. Pour moi, il y en a 3. La prolongation d'Alvaro, grosse erreur pour le virer, ça te coûte de l'argent, c'est le bordel 6 mois, 8 mois plus tard. La prolongation de Jordan Amavi, énorme erreur parce qu'on va le traîner pendant très longtemps et au niveau du salaire, on lui a donné un salaire de top joueur de Ligue 1, vraiment, tu vois, hors PSG, si on enlève le PSG, Jordan Amavi, ça doit être top 30 des salaires en Ligue 1, ou j'ai l'impression d'abuser un petit peu, mais franchement, top 30, top 40. Et voilà quoi, il n'a plus le niveau et il s'est laissé berner par ces quelques bons mois sous Villas-Boas, et en plus de ça il n'avait plus sa place. Donc Alvaro, à ma vie, les prolongations, très mauvais point, sans oublier l'échec Bouba Camara aussi, puisque ça a été un échec à un moment de ne pas réussir à le prolonger. Tout le monde a tapé sur Camara, mais ça marche dans les deux sens et tu n'as pas réussi à garder Bouba Camara, donc ça fait beaucoup. Ensuite on pourrait parler des ventes de joueurs, mais les ventes de joueurs, on en parlera un autre jour. Je pense qu'on finira par faire une vidéo YouTube, quelque chose comme ça sur le sujet. Mais ces choses-là, c'est dans le négatif, sans oublier aussi dans la balance toutes ces arrivées en post-formation qui ne donnent rien. Donc, on est sur un bilan qui, pour moi, est plus ou moins équilibré. Voilà, je dirais plus ou moins équilibré parce que c'est très difficile d'avoir autant de réussite que de ratés sur le mercato. C'est à peu près le cas chez Pablo Longoria, parce que quand même d'avoir 10 bonnes recrues ou top recrues
en 28 mouvements, c'est pas mal. Et tu as des flops qui, quand même, t'as des flops qui peuvent encore s'améliorer. Bon, Isaac Touré, bon, c'est un flop, mais ça va. Tabarez, il aura quand même été utile. Et Luis Enrique, bon, il y a des flops qui sont un peu difficiles, mais d'ailleurs, je regarde ça là, mais je vois que dans les flops, on a Luis Enrique jeune, Isaac Touré jeune, Issa Kabore jeune. Ça me peine de le dire, mais c'est difficile d'être jeune et de réussir à l'Olympique de Marseille, et auquel on peut ajouter Conrad de la Fuente, même si on pourrait ajouter beaucoup de choses au cas Conrad de la Fuente. Alors que dans les top recrues, il n'y a finalement qu'un seul vrai jeune, c'est Saliba. Ensuite, on a Matteo Guendouzi, mais qui avait déjà une certaine expérience. Et on est plutôt sur des joueurs d'expérience ou sur des joueurs dans la force de l'âge, on va dire. Mais dans tous les cas, on avait aussi vendu Longoria un petit peu comme ça, comme le mec qui allait nous ramener des jeunes pépites. Mais il est absolument pas dans la pépite. Pablo Longoria, en fait, il fait comme tout le monde. Il prend des joueurs entre 24 et 30 ans, voire plus, dans la force de l'âge pour performer immédiatement. Voilà, des Mbemba, bon, Alexis Sanchez c'est particulier, mais des Mbemba, des Paolo Lopez, des Kolasinac, des Gigot, des Klose, tous ces gars-là, c'est des gars qui sont dans la force de l'âge. Milik, même si Gerson, bon, il avait 23-24 ans, mais tu ne prends pas tu n'es pas du tout à la recherche de pépites. Quand on voit ce tableau, on ne peut que constater qu'il y a très peu de jeunes à fort potentiel. Il y a Azzedine Ounahi. Ok, il y a Azzedine Ounahi. Parce que je sais que beaucoup de supporters pensaient que par exemple Matteo Guendouzi en faisait partie. Mais Matteo Guendouzi, c'est un mec, il était déjà passé par 3 championnats avant d'arriver chez nous, quoi. Par Lorient, Arsenal et le Hertha Berlin. Donc c'était un joueur qui avait déjà une certaine expérience. Et il a déjà 23 ans, je crois, quand il arrive chez nous. Donc après c'est une réussite. Et c'était très bien de l'avoir recruté parce qu'au final, il a réussi à créer une relation avec les supporters, à être bon sur le terrain. Mais voilà, c'était pas un jeune. Cengiz Ünder, c'était aussi un joueur qui avait déjà fait plusieurs championnats avant d'arriver chez nous. Donc on n'est pas du tout dans la pépite. On est sur un bilan plutôt équilibré, plutôt en réussite, parce qu'avoir un bilan équilibré, c'est une réussite lorsqu'on est sur du mercato, mais aussi avec des ratés et des à côté qui ne sont pas forcément tous réussites. Donc voilà, on peut quand même parler de ces prolongations et des choses comme ça. Bon, c'était cool de faire ça ensemble, les gars. C'était long. C'était long, 1h47. Donc, moi, il va vraiment falloir que j'y aille. Je vous lis vite fait avant de partir. Et non, Iki, tu dis, tu oublies Lirola. Non, non, il est dans les gros flops. C'est le premier gros flop. C'est le premier gros flop. Il n'y a pas il y a pas d'oubli pour notre ami Paul Lirola. Euh, question avant de finir, tu seras à la conf de presse de Longoria et si oui, vous avez le droit de poser plus de 2 questions. Je serai à la conf de presse et je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je ne sais pas si c'est simplement une conférence de présentation du joueur ou si c'est une conférence de presse où on va nous dire vous pouvez poser plusieurs questions. Je ne sais pas du tout, ça ne nous a pas encore été expliqué, donc je ne peux pas te le dire pour l'instant. Numéro 9, FootOM, qui dit dans les recrues, tu peux parler de Muguet et Soglo. Soglo libre à Chelsea, c'est un gros coup. Oui, mais après, on peut aussi parler de Niakosi, Ghebreyesus, etc. C'est une vidéo qui peut être intéressante de parler de la stratégie de post-formation à l'OM et des ratés et des réussites là-dessus, parce que ça bloque aussi des joueurs qui sont là, qui t'a déjà fait signer des contrats pro, mais t'en as d'autres comme Soglo et Muguet qui semblent être plus près que nos jeunes. Voilà, donc Luan Perez le revendre pour une plus-value de 500 000 euros, faudra m'expliquer. Après, je suis pas sûr qu'il était fait pour le jeu d'Igor Tudor, donc c'est peut-être pas mal. Les quelques pépites sont dans les catégories flop. Très dur à l'OM de faire éclore une pépite. Ouais, c'est ça, très dur à l'OM de faire éclore une pépite. Cuisance, c'était plutôt la direction d'avant Coloplus, donc on l'a pas utilisé. J'inverse Lopez et Verretou dans ma tête sur l'ATL. Je pense que je ferai plus ou moins la même chose que toi aussi, Franck-Antoine. Et voilà, sur Marcelino, s'il te plaît, jeu no rock'n'roll. Dans tous les cas, si je peux poser une question, en effet, je poserai une question sur les nombreux changements et sur est-ce que c'est adapté ou pas.
Mais dans tous les cas, il faut vraiment que j'y aille, messieurs, dames. Je vous remercie, en tout cas, c'était cool de faire ça ensemble. Je vais poster ça sur les réseaux sociaux. Et voilà. Bon, je refais l'arrêt parce que mon alarme a sonné, donc il faut vraiment que j'y aille. Merci beaucoup, c'était cool de faire ça avec vous. Je vais poster ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi. Je pense que je vais poster l'intégralité du live dans tous les cas, le retweet. Et je vous dis à très bientôt, ça va être la trêve. Il y aura peut-être un petit peu moins de contenu ces temps-ci, mais on fera peut-être un live intermédiaire pour garder le contact. Pour garder le contact dans tous les cas, on aura fait pas mal de live ces derniers jours, hein. Franchement, je trouve que j'ai bossé, merde. Euh, et voilà. Et je vous dis à plus, les gars. Et je vous dis à tout à l'heure aussi pour la conférence de presse. Allez, à bientôt. Je vous remercie encore. C'était cool de faire ça ensemble. Vous avez été super cool. Et merci à vous. Ciao, ciao.